Je vais parler d'entrepreneuriat parce qu'entreprendre au féminin, au début de tout, c'est parler d'entrepreneuriat. Et après, on verra ce que les femmes font ou c'est ce qu'ils peuvent faire. Alors, on va partir par une explication un peu temporelle. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat évolue, ça change. C'est pas la même chose l'entrepreneuriat il y a 50 ou 100 ans. Aujourd'hui, c'est ce qui va être d'ici 10 ans ou 15 ans. Alors, on va commencer par hier, on va parler après d'aujourd'hui et on va essayer de voir ce qui se passe pour demain. L'entrepreneur, il a été défini, il y a énormément de littérature. Et si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, vous allez dire plus ou moins la même chose que c'est listé là. C'est une personne innovateur ou quelqu'un organisateur qui a créé une entreprise, qui a un certain leadership, qui va être flexible, qui va être persévérant parce qu'il a une idée, il veut la faire pousser, qui va être tolérant face à l'ambiguïté parce qu'il va faire face à des risques, à des adversités. Il faut qu'il puisse se reconstruire et continuer dans cette persévérance. Tout ça, ce sont des caractéristiques d'un individu, indépendamment du genre, de l'âge, de la race. Ce sont des caractéristiques de personnalité. Pourtant, quand j'ai préparé cette présentation et j'ai cherché une image pour l'illustrer, je suis allée sur Google Images, j'ai mis entrepreneur. Et ça, c'est la première image qui est apparue sur les listings de Google Images. Chose que c'est complètement logique, parce que on vient d'une histoire dans laquelle, pendant des années, il y avait une division de rôles et c'était une société qui fonctionnait très bien comme ça. L'homme sortait chercher du travail, il sortait chercher l'argent et il était heureux à faire ça. Il ne savait pas changer une couche. Et la femme restait à la maison, élever les enfants et faire des jolis plats. Et elle était heureuse comme ça. Ça appartient à une époque qu'on peut le voir dans les films américains des années 40. Et c'était très bien comme ça. Mais on ne peut pas oublier le passé et dire rien de ça, c'était comme ça. Parce que c'était comme ça. Alors l'entrepreneur, c'était lui, un jeune homme plein d'optimisme, de persévérance, d'innovation, qui faisait beaucoup de choses. Et en parallèle, la femme, elle était aussi une magicienne qui faisait beaucoup de choses au foyer. Ça, c'est le passé. Le deuxième stéréotype qui nous vient du passé, et qu'on ne peut pas nier, c'est que pendant beaucoup d'années, la réussite était mesurée par l'argent. Et la motivation à entreprendre était mesurée par l'argent. Un bon entrepreneur allait créer une entreprise qui allait lui donner beaucoup d'argent, et c'est cet argent qui allait lui positionner comme un homme réussi. Alors, on a deux choses aujourd'hui qui sont différentes, mais qu'on a hérité du passé. La division de rôle stricte et aussi la recherche d'argent comme synonyme de réussite. Mais pourtant, ça nous amène... Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. Cette deuxième stéréotype de la recherche d'argent nous amène à la classification d'entrepreneuriat qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Si vous pouvez voir, Global Entrepreneurship Monitor, c'est une association de 72 pays qui font des études sur l'entrepreneuriat tous les ans et qui sort un peu le panorama entrepreneurial dans le monde. Et il y a une question que c'est la motivation entrepreneuriale. Il continue à demander si vous êtes un entrepreneur par opportunité ou par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a héritées du passé qu'on continue à utiliser même s'ils sont plus valables. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur par opportunité? En fait, c'était un individu, indépendamment de genre, okay? Un individu qui a trouvé une idée brillante, une innovation,
Et il a dit, avec cette innovation, je vais gagner beaucoup d'argent. C'était comme Henry Ford. Il a innové comment un système de production pouvait mettre la voiture à la portée de tout et n'importe qui. Et là, c'était une idée brillante. Alors, cet entrepreneur par opportunité, qu'on appelle schumpeterien, parce qu'il a découvert une idée, c'était Schumpeter qui l'avait dit. Et sinon, c'est un entrepreneur par opportunité parce qu'il a découvert une perfection du marché, c'est-à-dire à Rambouillet, la bière est moins chère qu'à Plessir, alors je vais l'acheter à Rambouillet, je vais la revendre à Plessir, je vais faire cette différence, je vais avoir un profit pour cette imperfection du marché. Et c'est Kirchner qui a étudié ça, alors on va dire un entrepreneur kirchnerien. Tous les deux vont faire de l'argent, soit pour l'innovation, soit pour profiter d'un gap dans le marché. Mais sont par opportunité. Mais il y a l'autre côté, le côté de celui qui n'a pas d'argent. C'est lui qui est chômeur, c'est lui qui est immigrant, qui n'a pas les compétences. Alors personne ne lui donne un travail. Ou qui vient d'arriver en France, il ne parle pas français, il n'y a pas de travail. Ou il n'a pas les papiers, il n'y a pas de travail. Alors cet chômeur, cette personne qui n'a pas les compétences, cette personne exclue du marché du travail, il faut qu'il puisse se nourrir. Il faut qu'il puisse manger. Comment il va faire? Il va créer une entreprise, il va être aussi un entrepreneur, il va assumer le risque de la création dans les marchés informels ou dans les marchés formels, à petite échelle, mais il existe aussi, et c'est l'entrepreneur par nécessité. Et ce sont les deux typologies qui ont utilisé et qui représentent bien le passé. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, se passe une chose très particulière. Comme vous le savez bien, si vous avez fait des cours d'économie, il y a des problèmes de croissance, surtout dans les pays développés comme la France, en Europe en général. On a des problèmes de croissance. On est sur un système où il faut que le PIB, ou PBI, ou GDP, PIB, ça augmente tout le temps. Et ce n'est pas le cas, ce sont des PIB plutôt stagnants. Il y a beaucoup de chômage. Alors les gouvernements se sont rendus compte que la meilleure manière de relancer l'économie, c'était à travers l'entrepreneuriat. Alors ils ont commencé à proposer, à faire de la publicité de l'entrepreneuriat, à essayer de faire un changement culturel pour que les gens commencent à entreprendre. Et pour cela, ils ont fait des actions concrètes. Pas mal de dispositifs d'accompagnement. Pépinières, incubateurs, hôtels d'entreprise, accélérateurs, boutique de gestion, tout ça à disposition de gens qui veulent entreprendre pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour qu'on puisse l'accompagner, pour qu'on puisse l'aider. En même temps, on dit, ce n'est pas que l'accompagnement, on a besoin aussi des capitaux. Alors on met à disposition des prêts d'honneur, des prêts autoseuros, des business angels, OCO, France Initiativa, les dispositifs ACRE, NACRE, tout ça, ce sont des décisions politiques à la fin, pour aider à développer l'entrepreneuriat. Et tout ça, ça fait que ça change. Parce que maintenant, ce n'est pas l'entrepreneur par opportunité ou par nécessité, c'est tout le monde qui a été encouragé. Et comme il y a tout le monde qui a été encouragé, on commence à voir l'émergence des différents types d'entrepreneurs un peu partout, de jeunes entrepreneurs qui commencent à entreprendre quand ils sont pendant les études avec les programmes Pépites. On a des entrepreneurs en transition de carrière, des personnes qui à 35-40 ans, ils disent « je ne suis pas satisfaite, moi je voudrais faire d'autres choses ». Et ils font les sauts sur l'entrepreneuriat. Des seniorpreneurs, c'est-à-dire personnes à la retraite. Que bon, aujourd'hui, on vit plus d'années, on se sent jeune même à 60 ans, alors pourquoi pas, au lieu d'être un retraité, créer une entreprise? Plan A, plan B, ça pourrait être que la retraite qu'il reçoit, ce n'est pas suffisant et il veut encore compléter les revenus. On a pas mal de créations dans l'entrepreneur senior à partir de 55 ans. Et les entrepreneurs sociaux, qui ont toujours existé, mais aujourd'hui sont différents parce qu'ils vont créer des entreprises qui sont aussi commerciales pour se financer la mission sociale. Alors c'est un panorama complet qui apparaît. Tous ces entrepreneurs existent indépendamment du genre ou de la nationalité. OK?
Il faut dire que dans tous ces entrepreneurs, il y a des femmes. Par toutes les classifications que je vous ai dit, le jeune, les seniors, les transitions de carrière, on a des femmes. Pourquoi on a des femmes? Et simplement parce que la femme, elle a une partie active au marché du travail, peu importe si c'est salarié ou entrepreneur. Du moment que la femme a changé le rôle que je vous ai montré au début et qu'elle est acceptée dans le marché du travail, elle va se préparer pour le marché du travail. Deux choses vont se passer. La première chose, c'est qu'ils vont augmenter le niveau de compétences. Les femmes, aujourd'hui, vous pouvez les voir là, je les vois dans mon école tous les jours. La moitié des étudiants, ce sont les femmes, et en général, ce sont les meilleures moyennes. Ils réussissent les études mieux que les hommes. Et ils font des études plus longues. C'est une réalité. Il n'existait pas à l'époque de ma grand-mère. L'autre chose, c'est que pour cela, on a dû trouver en tant que femme des mécanismes de conciliation. On arrive aujourd'hui à avoir une vie active et une vie à la maison et les concilier, chose que c'était impensable il y a une génération. Ma mère m'avait dit une fois, j'aurais bien voulu être psychologue, mais comme j'ai eu des enfants, je n'ai pas pu. Mais moi aussi, j'ai eu des enfants et je suis professeure et j'ai fait une carrière. Et pour moi, c'était complètement normal, alors que pour elle, non. Alors, une fois qu'on accepte, on trouve les mécanismes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une augmentation du niveau académique des femmes. Il y a aussi les femmes qui arrivent à gérer les deux parties de leur vie. Et pour cela, on voit cette augmentation des femmes au marché du travail et à l'entrepreneuriat. Quelques chiffres. 30% des créateurs à niveau mondial. Ça veut dire que des 100 entreprises créées, 30 sont créées par des femmes. Là, c'est une autre chose. Les pourcentages de création féminine, c'est-à-dire parmi toutes les femmes qui habitent dans un pays, 6% va créer une entreprise. La France possède un taux assez bas de 3%, mais la France possède un taux bas d'entrepreneuriat masculin aussi. Alors, on est plus ou moins équilibré dans ces côtés-là. L'Amérique latine, d'où je viens, il y a les taux d'entrepreneuriat plus hauts des femmes, c'est 17%. Une idée par rapport au continent et par rapport à l'âge. Je n'ai pas de pour signaler là. Non, vous allez voir qu'il y a des créations dans tous les âges et dans tous les continents. Ils sont tous représentés. Il y a un pic de création entre 25 et 45 ans, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans, c'est le pic le plus haut. Il suit par 35 et 45, mais on a des créations dans tous les âges. Ça, c'est des créations uniquement par des femmes. Alors, on va maintenant à la partie académique de cette conférence. La partie académique, que ce sont mes travaux de recherche maintenant, c'est pourquoi. La recherche en entrepreneuriat féminin est très actuelle. On va dire que c'est nouveau. Ça fait seulement 30 ans qu'on a des papiers qui parlent des femmes qui entreprennent, parce que c'est un phénomène aussi assez nouveau. Alors, c'est logique. Tous les papiers, jusqu'à maintenant, ils comparent la femme qui entreprend à l'homme qui entreprend. Ils considèrent que les femmes sont tous égaux et que les hommes sont tous égaux. Et ils ont tous des résultats divergents. Et bien sûr, parce qu'on ne peut pas penser que toutes les femmes vont être similaires et qu'elles vont entreprendre de la même façon. Alors, la question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on peut parler d'un entrepreneuriat féminin unique? Et non, on ne peut pas. Alors, on a fait une étude sur les 30 dernières années de recherche en entrepreneuriat avec une co-auteure et on a sorti 13 idéotypes. Un idéotype au sens de Weber, ça veut dire ce n'est pas une réelle classification aux typologies, c'est une typologie théorique. À quoi ça sert une typologie théorique? Ça sert à donner un représentant
c'est-à-dire que les femmes vont pouvoir se représenter dans un de typologies. Une majorité, il y aura des cas qui ne correspondent à aucune des typologies, il y aura des cas qui sont à cheval entre deux typologies, mais le fait de travailler avec des typologies théoriques, ça nous permet de créer des scénarios, de dire il y a une grande quantité de femmes qui peuvent être représentées par ces typologies, ils vont savoir ce type de besoins, on peut les aider de cette manière. Contrairement à cet autre groupe de femmes qui aussi c'est important, il y a pas mal de femmes qui vont se représenter aussi par-ci. C'est-à-dire que je vais vous présenter 3 typologies théoriques pour classer les femmes entrepreneurs au fait de comprendre les enjeux, de comprendre les barrières et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, ou qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que ça a aidé, qu'est-ce qui n'a pas aidé. OK? OK. Autre chose qu'il faut dire, c'est que quand on va étudier une femme, c'est très important de penser à que nous, on a naturellement un rôle reproductif, que ça nous prend beaucoup de temps et d'efforts, et qu'on ne peut pas l'ignorer. Alors, quand on va étudier la femme qui travaille, la femme qui étudie, la femme qui entreprend, il faut l'étudier en contexte. Il faut l'étudier dans le contexte du rôle productif et reproductif de la femme. Alors, c'est plus complexe qu'étudier les hommes qui entreprennent. Et c'est ça ce qu'on va faire. Le premier groupe, c'est les entrepreneurs par nécessité. Bien sûr, nécessité, ça vient d'un problème économique. Ils sont des femmes qui se retrouvent seules à élever ses enfants, il faut qu'ils puissent les nourrir. Ils sont des femmes veuves. Ou ils sont des femmes qui sont mariées, mais le mari est au chômage, ou le mari est malade, ou le mari est handicapé. Et ce sont des femmes qui, d'une manière ou d'autre, ils ont besoin de réussir à trouver de quelle manière gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Il faut dire que l'Organisation internationale du travail, en 2004, il a dit que les femmes, c'était les dernières à être embauchées et les premières à être licenciées. Alors, on considère que c'est une population fragilisée dans le marché du travail. Si à côté de ça, on a que l'homme est au chômage ou que l'homme est parti, il y a la voie de l'entrepreneuriat par nécessité qui se présente comme la seule possibilité. Surtout dans les pays en développement. On a le cas, par exemple, du Ouganda, où 80% de toute la nourriture du pays est produite par des femmes entrepreneurs qui font travailler l'agriculture dans les pays en développement. Dans ces pays en développement, ces femmes entrepreneurs, ce sont les principales clientes de la microfinance. Je ne sais pas si vous connaissez un peu à propos des microfinances ou microcrédits. Mais en fait, il faut penser qu'un pays pauvre et des populations pauvres qui n'ont pas de garantie ne peut pas aller à la Société Générale demander un prêt pour créer une entreprise. Déjà pour nous, c'est difficile. Imaginez pour quelqu'un qui n'a pas de garantie, qui n'a pas de formation, qui n'a pas un support. Alors, Junus a inventé ce système de banques qui est basé sur la confiance. Ce sont des prêts, de petits prêts, microcrédits, ce sont des micro-prêts, ça peut être 500 € jusqu'à 2000, 3000 € qu'on va donner sur la confiance à des entrepreneurs qu'on connaît et ils vont nous repayer avec des intérêts à un court délai. En général, la plupart des prêts sont donnés à des femmes qui entreprennent et ça marche assez bien. Elle dynamise l'activité des entrepreneurs par nécessité, elle les aide. Ce sont des capitaux qui leur permettent de développer leur affaire. Une petite chose à dire, c'est qu'elle réduit la marginalisation, elle permet à ces femmes de créer leurs affaires, mais elle ne les permet pas de les faire grandir. Ils vont rester toujours à un niveau de subsistance. Ils ne vont pas développer et créer de l'emploi et faire monter les PIB du pays. Non, mais ils vont sortir du chômage. Okay? Ils vont nourrir sa famille. La nécessité était toujours étudiée dans les pays en développement, mais il existe aussi dans les pays développés, parce que ce n'est pas une question de développement des pays, c'est une question de la conjoncture sociale. Il y a des femmes
qui sont en état d'entreprendre par nécessité, même dans des pays riches. Alors, surtout, on dit maintenant l'augmentation des divorces, des familles monoparentales, la restructuration, l'augmentation du chômage dans les pays développés qui affectent les femmes. Alors, je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai fait exprès de les prendre aux États-Unis, c'est Carol Garner. C'est cette femme qu'on voit ici, qui a créé une entreprise qui s'appelle Zelda Wisdom. Carol Garner, américaine, à 52 ans, il y a une dizaine d'années, à 52 ans, elle divorce, son mari s'en va, il lui laisse une dette de 2 millions de dollars, elle n'a pas de travail, elle avait passé toute sa vie comme femme épouse de son mari, femme au foyer. Alors, pas de travail, pas de revenus, 2 millions de dollars de dettes et pas de mari et 52 ans. Situation de nécessité. Il y a son ami qui lui dit « Il faut que tu trouves un thérapeute ou un chien. » Alors elle a dit « Je n'ai pas d'argent pour le thérapeute. » Alors lui, il lui fait cadeau d'un chien pour qu'il l'accompagne et l'aide à sortir de la dépression. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de l'argent ni pour manger elle n'avait pas de l'argent pour nourrir son chien non plus. Alors elle a vu que dans la vétérinaire de son quartier, il y avait un concours. Il fallait faire une photo de son chien, une photo artistique. Et s'il gagnait le concours, elle avait de la nourriture pour les chiens pour un an. Alors elle a fait des photos de son chien. Il a gagné le concours. Aïe. Elle a gagné le concours, elle a eu la nourriture pour les chiens pour un an, mais aussi elle a gagné sa vie parce qu'elle a envoyé ses photos artistiques comme carte de vœux à tous ses amis, à tout son réseau de contacts pour la fin de l'année. Et tous ses amis, quand ils ont vu la carte de vœux, l'ont encouragée. Il lui dit « Carole, il faut que tu fasses une entreprise, il faut que tu fasses plus de cartes de vœux, il faut que tu les vendes parce qu'ils sont super marrants, c'est de l'humour noir, c'était super différent de tout ce qu'il y avait comme carte de vœux à l'époque. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une ligne de cartes de vœux avec son chien déguisé et de messages comiques. 2 ans plus tard, elle a fait un partenariat avec Hallmark, qui c'est le leader mondial en cartes de vœux. Aujourd'hui, elle a une compagnie qui génère 50 millions de dollars de ventes par an. Elle vend quoi? Des cartes de vœux de son chien déguisé, les déguisements de chiens aussi, et des petits souvenirs de chiens pour mettre dans le bureau, des décorations. Alors, c'est une entreprise par nécessité, on est tous d'accord. Elle était vraiment dans des situations pas possibles. Mais elle était aux États-Unis. Alors, elle a pu faire grandir son entreprise, créer de l'emploi, créer de l'activité économique, créer de la valeur. On a un deuxième groupe de femmes. Transition de carrière. C'est joli, vous êtes en train de vous préparer pour aller chercher un travail d'ici quelques années et vous allez passer 10 ans dans l'entreprise. Il y a un moment donné, quand vous arrivez à 35, 40 ans, et vous voulez continuer à progresser, il n'y a pas de possibilité et tout d'un coup, il vous met à côté une jeune de 25 ans qui vient de sortir de l'école de commerce et vous ne vous sentez pas trop confortable parce que les gens vous font comprendre que vous faites tout à l'ancienne et que ça ne va plus. Et là, ça provoque l'insatisfaction. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui décident de changer entre 35 et 45 ans. Et s'ils se mettent à leur compte, c'est parce qu'ils croient que cette réalité, ils vont la trouver n'importe dans quelle entreprise. Alors, ce n'est pas changer d'entreprise, c'est changer de carrière et aller vers une carrière entrepreneuriale. On a les femmes qui, en général, les femmes en transition de carrière sont instruites. Ils ont fait des études, ils parlent plusieurs langues, ils ont de l'expérience. Et ils se retrouvent plusieurs fois face au plafond de verre. Vous savez ce que c'est le plafond de verre? Un plafond, c'est un toit. Et un verre, parce qu'on ne le voit pas, c'est transparent, mais il existe.
Les plafonds de verre, seulement petite parenthèse historique, c'est une expression créée par les féministes américaines dans les années 70 pour expliquer pourquoi, dans les grandes corporations américaines, il n'y avait jamais de femmes dans les conseils de direction. Alors ils disaient, même s'ils sont très compétentes, il y a un plafond de verre, il est transparent, personne ne le voit, mais il existe, on ne peut pas le dépasser, c'est seulement les hommes qui passent au-delà de ça. Alors, en le sortant du contexte féministe, on peut l'appliquer vraiment à une réalité d'insatisfaction de la femme des carrières. Et je vous donne un exemple, cette fois c'est anonymé parce que les femmes qui souffrent de ce type de choses ne veulent pas qu'on le présente comme Carole Garner, mais ça sort d'un article, un entretien de Figaro Économie. C'est Francine B, ingénieure, et je vous lis ce qu'elle a dit dans l'entretien. Elle a dit « Après une réorganisation, mes collègues masculins ont gardé leurs fonctions, mais moi, on m'a proposé un poste de débutant alors que j'avais 15 ans d'expérience. On m'a reproché d'être trop autonome et trop responsable, un comble. De plus, les barrages et blocages que j'ai subis de la part de mon directeur étaient proches de l'harcèlement moral. C'était insupportable de travailler dans des conditions pareilles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démissionné et elle a créé son entreprise de conseil. Et des cas comme Francine B, moi, ça fait plusieurs années que j'ai interviewé, que j'ai fait des entretiens de gens pour mes recherches. On en a beaucoup. On en a beaucoup de femmes qui, d'une certaine manière, ils veulent s'épanouir, exprimer leur créativité, se idées, et qu'ils se trouvent bloqués par ces structures dans lesquelles c'est toujours on est un peu trop innovante, ou trop autonome, ou trop femme. Troisième groupe. Un troisième groupe, vous voyez qu'entre les deux groupes que je vous ai présentés, ils sont complètement différents. Et les besoins, les problèmes, les enjeux, les barrières qu'ils vont avoir sont différents. Alors il faut les différencier pour pouvoir mieux les étudier et mieux les accompagner après. Troisième groupe, c'est le groupe des mompreneurs. Qu'est-ce que c'est un mompreneur? C'est quelque chose de très, très, très neuf dans la littérature en entrepreneuriat féminin. Il a apparu il y a 10 ans seulement, les vocables. Ça veut dire maman et entrepreneur. Ça peut être mompreneur, mompreneur, avec O ou avec U. Ça dépend en anglais et en français. Et il s'agit des femmes qui sont en général dans la trentaine, qui sont avec... au niveau de formation, au niveau de compétences, en général mariée, elle avec un poste exécutif, un manager, mariée aussi avec un exécutif, et qui décide d'avoir d'enfants. Et quand on décide d'avoir d'enfants, bon, il y a des choses qui changent dans la tête de la femme, pas seulement dans le corps. Et dans ce cas-là, il y a des femmes qui disent, au lieu de continuer dans la corporation, je vais créer à la maison. De toute façon, il y a les salaires du mari. Elles peuvent créer par rapport à quelque chose qu'elle a découvert, une opportunité qui apparaît de sa maternité ou de ses enfants, des choses, d'opportunités nouvelles qu'ils découvrent et ils décident de travailler à la maison pour pouvoir rester avec les enfants et ne pas se sentir qu'ils sont abandonnés tellement d'années d'études, de formation pour seulement élever des enfants. C'est-à-dire se sentir bien dans les deux rôles. Ils ont étudié beaucoup d'années, ok, ils vont développer quelque chose. Ils ont passé 9 mois une grossesse. Ils vont aussi profiter de ces enfants en travaillant. Bon, je pense que c'est plus facile avec des exemples. Un exemple de Sandra Wilson. C'est une jeune Canadienne. Sandra Wilson, elle travaillait dans une compagnie aérienne. Elle avait un enfant de 18 mois et elle a perdu son emploi, mais elle avait parfaitement les possibilités de trouver
les mêmes emplois dans une autre compagnie aérienne. Mais seulement que l'effet de se retrouver à ce moment de décision l'a fait penser qu'elle avait plus envie de rester près de son enfant de 18 mois que d'aller chercher un autre emploi. Alors, elle a commencé à trouver l'inspiration en disant son petit de 18 mois avait difficulté à marcher avec les chaussures de bébé et elle a décidé d'inventer une chaussure flexible en cuir adaptée pour améliorer la stabilité de petits toddlers qui marchent. Alors, comme son fils s'appelait Robert, il a appelé ses chaussures Robes. Et Robes, on peut les trouver partout, même ici en France, je les ai vus même dans des sites comme ces sites qu'on achète par Internet. Aujourd'hui, Robes est reconnu comme le premier fabricant mondial des chaussures en cuir à semelles souples. Elles sont fabriquées au Canada et plus de 400 employés. Elle est vendue en plus de 4500 magasins dans des pays de l'Amérique du Nord, en Europe, en Australie et dans certains pays de l'Asie. Ça, c'est un exemple d'un mompreneur. Quelqu'un qui avait les possibilités, mais il a décidé de faire différente et qu'il a trouvé son inspiration dans la maternité ou dans le fait d'avoir des enfants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai passé trop vite. Je m'excuse, je ne suis pas trop douée avec... Alors, je vous ai présenté 3 idiotypes de femmes entrepreneurs, dans lesquels vous pouvez classer beaucoup de femmes. Quels sont les problèmes que ces femmes peuvent faire face? Il y a 2 types de problèmes en général quand on regarde les femmes entrepreneurs à niveau mondial. D'un côté, c'est l'accès aux ressources. Exemple, le Pakistan. J'ai mis un exemple, mais si vous regardez, il y a plusieurs pays avec des différentes compositions, mais ça représente bien. Le Pakistan, il y a seulement 3% des femmes qui disposent d'un compte bancaire. Seulement 19% ont reçu une éducation secondaire. 10% uniquement utilisent Internet. Bon, le Pakistan, s'il a de la création d'entrepreneuriat féminin, c'est plus possible que ce soit entrepreneuriat par nécessité, ok, qui est l'autre entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas les ressources. Le deuxième problème qu'on peut avoir un peu partout dans le monde, c'est l'accès aux capitaux. Merci. Regardez, on parle des États-Unis, l'exemple. Les États-Unis, où les femmes sont émancipées, où les femmes ont beaucoup plus d'accès à tout que par rapport à d'autres pays. Quand même, si on regarde Diana Project, que c'est le numéro 1 en évaluation de l'entrepreneuriat féminin au monde. C'est Diana Project, ça dépend du Babson College. Ce sont ceux qui étudient l'entrepreneuriat et ce sont les plus légitimes à donner des chiffres. Elle sort dans les statistiques qu'en 2014, aux États-Unis, sur toutes les entreprises financées par des capitaux risquaires, moins de 3% étaient dirigées par des femmes. Alors, on voit que quand même, avec les capitales, il y a un problème de méfiance. Ils pensent qu'on va prendre l'argent et on va aller faire shopping. Il y a un problème culturel de méfiance. Alors, comme ça, je vais résumer un peu le problème que j'ai trouvé, comme les 4 C. On va dire qu'il y a un problème culturel. Comment on voit la femme dans la société? Est-ce qu'on la voit avec les lunettes du passé? Est-ce qu'on la voit avec les lunettes du présent ou du futur? Mais aussi de confiance, en 2 aspects. Comment la femme se voit elle-même? Est-ce qu'elle a confiance en elle pour faire bien les choses? Et ça vient de la culture. Tout est relationné. Est-ce que les gens ont confiance en elle? Est-ce qu'elle voit que les autres confient en elle? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Elle voit aussi du côté des compétences. Est-ce qu'elle se sent compétente pour développer une affaire? Et des capitaux. Est-ce qu'elle a l'accès aux capitaux ou non? Et en fait, s'il n'a pas l'accès aux capitaux, c'est parce qu'il y a un problème culturel, qu'il y a un problème de confiance des systèmes bancaires. Il peut y avoir un problème de compétences, mais en général, c'est plus un problème de confiance et culturel. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux sont très faciles. C'est
continuer à travailler pour évoluer, de nous nettoyer de ces stéréotypes du passé. Il faut oublier les stéréotypes du passé et regarder aujourd'hui. Les stéréotypes du passé du jeune entrepreneur, en fait, l'entrepreneuriat, synonyme de création de valeur, de création d'activités économiques, n'a pas de genre. N'a pas de genre et n'a pas d'âge. Créer de l'emploi, créer de la valeur, créer une entreprise, créer de l'activité économique, il peut être un jeune de 15 ans, il peut être un monsieur ou une femme de 50 ans. C'est indépendant. Alors, passez à voir ça au-delà du facteur genre. Passer de le stéréotype du passé, de penser que la femme, quand elle a d'enfants, elle ne peut plus rien faire au monde, parce que les enfants, ils vont prendre tout leur temps et la maison aussi. Non, c'est faux. Je pense que nous, on travaille tous, on a tous d'enfants, et on continue notre vie professionnelle, réussie, et notre vie de mère et de femme, sans problème, oui, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais on arrive à concilier. Alors, passer à penser que la femme, elle a les compétences de concilier, elle peut concilier, elle peut travailler en ayant d'enfants. Et demain, où est-ce qu'on va? En fait, je pense sincèrement que le débat du genre, elle est presque à sa fin. On est là en train encore de parler de ça, mais on est face à la porte d'entrée d'une nouvelle réalité dans laquelle il ne se pose plus la question si c'est la femme ou c'est l'homme. La question qui se pose aujourd'hui, d'après ce qu'on peut observer, c'est que c'est plus une question de comment concilier une vie privée, une vie au loisir, une vie avec des enfants, une vie à la maison en couple et une vie professionnelle. Et ça, c'est pour tous, pas seulement pour les femmes. Aujourd'hui, c'est une question pour les femmes et pour les hommes parce que ce sont les hommes qui le manifestent. Et je vais vous montrer ça, par exemple. Grande-Bretagne. Il y a une figure qui est apparue il y a 2 ou 3 ans seulement, qui s'appelle les dadpreneurs. Par opposition aux mompreneurs, c'est les dadpreneurs. Et ce sont 2 hommes qui ont décidé de quitter leur poste et créer une entreprise pour rester à la maison, garder ses enfants, soit parce qu'ils sont seuls, famille monoparentale, des hommes qui restent avec les enfants, il y en a de plus en plus, soit parce qu'ils sont mariés et la femme travaille dehors, soit parce que tous les deux décident d'élever les enfants et travailler à la maison. Il y a différents cas de figure, mais les dadpreneurs, il est apparu dans les médias américains il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, cette statistique, ça vient de la Grande-Bretagne, alors notre voisin à côté. En 2013, le Bureau des statistiques de la Grande-Bretagne a montré qu'il y avait 111 000 dadpreneurs. En 2014, ces chiffres avaient doublé à 229 000 et il continue en augmentation. Il dit qu'il augmente de façon exponentielle à partir des 25 dernières années. Cet intérêt pour les hommes d'avoir une vie au-delà du travail. Alors, je vais vous montrer un exemple. Et cet exemple, c'est l'entreprise Little Sport Star. Et c'est un entretien qu'on a fait au créateur. Alors, il dit... Ma fille est née en 2010. Ça va? Ça a choqué. Ma fille est née en 2010, l'un des meilleurs jours de ma vie. Mais 2 jours plus tard, je faisais face à un licenciement. Alors, il a décidé, il était fan de sport. Elle venait d'avoir une fille. Il a trouvé l'idée, l'opportunité dans la paternité et le fait d'avoir un enfant, et il a créé des jeux basés pour des bébés, basés sur des thèmes sportifs. Alors il dit, ma femme travaille et je reste à la maison pour garder nos enfants et gérer notre entreprise. Il a 2 enfants maintenant, parce que sa femme a fait une 2e fille tout de suite après, alors lui, il gère 2 filles et l'entreprise. Je vous ai présenté un seul cas, j'en connais plusieurs. Des hommes qui sont contents d'avoir retrouvé cette vie de famille, ce contact avec ses enfants.
Alors, l'enjeu qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est plutôt la conciliation entre l'entrepreneuriat et la parentalité. Comment l'entrepreneuriat, c'est un moyen qui nous permet de réussir cet équilibre vie privée, vie au travail, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et c'est tout. Merci beaucoup.